On va vous présenter un diaporama qu'on a déjà présenté à plusieurs occasions, à la fois dans des établissements ou directement en webinaire. C'est un diaporama qu'on entretient, qu'on met à jour depuis 2019. Et pourquoi on s'est intéressé beaucoup à la question de l'empathie dans les soins? Ça m'a tout de suite rappelé une histoire d'un monsieur de 90 ans que j'avais eu prise en charge. J'ai eu son accord pour exposer son histoire sous réserve d'un anonymat. Un monsieur de 90 ans que j'ai pris en charge quand j'étais dans un service de court séjour gériatrique qui était adressé pour une altération de l'état général. Il y avait aux urgences rien de bien alarmant sur la prise de sang et sur les examens qu'il avait pu faire dans les urgences. Et puis je suis arrivé dans sa chambre le lendemain de son entrée. Puis j'entendais un monsieur qui avait une voix assez monocorde, qui avait le regard qui était vraiment très baissé, qui avait du mal à s'exprimer, qui parlait pas, qui était un peu prostré. Et puis je me suis posé la question, mince, que lui apporter plus, étant donné que j'avais déjà vu son dossier et que je savais qu'au niveau médical, les choses étaient relativement stables. Je me suis dit, la problématique est ailleurs. Et donc je me suis simplement assis à côté de son lit. Et je lui ai dit quelque chose qui ressemble à « je sens une grande tristesse dans ce que vous me racontez ». Oui, il avait utilisé très très peu de mots à ce moment-là. Et puis il a relevé la tête, il m'a regardé, il est resté silencieux, je revois encore son regard se plonger dans le mien. Et puis au bout d'un moment, voyant que je cassais pas le silence, il a dit docteur, hier, en fait, avant que mon fils arrive, j'avais pris le câble du téléphone et je l'avais enroulé autour de mon cou et de la potence du lit médicalisé qui est chez moi. Je voulais rejoindre mon épouse. Donc en gros, ce monsieur est arrivé dans un service de court séjour gériatrique en hospitalisation avec un diagnostic de on sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas ça va moins bien. En même pas 40 secondes, j'ai réussi à faire préciser le fait que la problématique centrale c'était une crise suicidaire. Et donc probablement que ça a pu changer de façon notable la prise en charge. Alors nous, on est les fondateurs de l'association Empathie qu'on a démarré aux alentours de 2019, dont la mission est d'œuvrer à l'humanisation des soins. On a des thèmes principaux de recherche et d'enseignement qui sont centrés sur l'empathie, la dignité dans les soins et la communication empathique entre soignants, soignés, entre aidants et proches, par exemple aussi. En début 2026, on a fait un premier check-up pour monter un dossier de financement. On a formé à peu près 250 professionnels à la question de l'empathie dans les soins. Formé, ça veut dire au moins plus d'1 heure et demie d'échange en visio ou sur place. C'était essentiellement des jeunes médecins ou des médecins en formation et pas mal aussi d'infirmières et d'aides-soignantes quand on intervenait dans les EHPAD. Chacune de nos formations est bien appréciée. Après, vous nous direz comment vous recevez celle de ce soir. On a participé où on est les auteurs de plus de 35 publications scientifiques maintenant. Et on a intégré très récemment un réseau international qui a démarré il y a 2 ans, qui regroupe les principaux centres de formation à l'empathie dans les soins. Et on est le seul centre français à avoir intégré ce réseau international. 5 mots-clés. Facile à retenir, un iceberg, un cadeau, un vélo, une mention sur les autres, et puis la question du temps qui revient systématiquement quand on parle d'empathie dans les soins. Ça, c'est le plan du webinaire. Hein. Donc, quand on cherche à définir un petit peu ce que c'est l'empathie dans les soins, on se rend compte très rapidement que c'est une notion qui est très opaque en termes scientifiques, qui est quand même quelque chose de récent. Faut savoir que le mot empathie en lui-même date du 19e siècle, hein, et c'est un mot qui a été construit entièrement, qui n'existait pas du tout, hein, qui a été construit sur l'image du mot sympathie en 2 termes, qui signifiait à l'époque quelque chose comme ressentir l'état interne d'une personne. Et assez rapidement, dans les années 1950, est apparue la notion de « en se distinguant de lui », le comme si de Carl Rogers, qui est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur cette question. La petite image que vous voyez, c'est le nombre de publications médico-scientifiques qui sont enregistrées dans une base internationale. On voit très bien de 1945 à 2026 un phénomène exponentiel dans les publications.
qui montre que c'est un sujet qui pose beaucoup de questions et qui est un axe de recherche important. L'un des articles les plus récents qu'on utilise a été publié fin 2025. Ils ont regardé dans les différentes publications qu'on a pu voir tout à l'heure, là, la courbe verte, combien de fois était défini le terme empathie, ou en tout cas la capacité à être empathique, et qu'est-ce qui ressortait le plus souvent de cette définition. Et ils ont déterminé les 6 principales composantes. On va voir que possiblement pour en rajouter, ou on peut en discuter certaines. Bon, il y a explorer, la première, qui regroupe un peu l'écoute active, l'attitude de non-jugement par rapport à ce que les gens disent, ou les gens font, ou les gens sont, et puis une curiosité à aller vers les autres. Il y a la composante de la compréhension qui est très très importante, hein, c'est l'un des points centraux aussi, c'est ce qui va aussi permettre de se mettre à la place des gens. Le partage intervient dans quasi presque toutes les définitions, dans le sens où on partage à la fois sa propre compréhension de l'autre personne et de son ressenti à ses côtés. Et d'ailleurs, le ressenti, c'est la composante numéro 4 qui est beaucoup en discussion. C'est se laisser toucher par les émotions des autres, sans non plus se faire envahir par celles-là, et en sachant pertinemment qu'à un moment ou à un autre, l'émotion qu'on va ressentir nous, mais pas forcément l'émotion qui sera exprimée par la personne en face. C'est ce qui nous amène à la 5e composante, qui est la nécessité d'agir. Donc l'empathie nous aide à agir auprès des gens, et ça c'est une étape assez finale dans le processus de l'empathie. Et puis il y a la notion de délimiter les choses, c'est-à-dire que on a chacun nos propres limites. Le fait de ne pas se noyer complètement dans la personne ou dans son expression émotionnelle ou son vécu est quelque chose de très important, et c'est une limite que nous on a besoin de trouver d'expérience. Alors on développe un peu ça dans d'autres webinaires qui ont été annoncés en compagnon de celui-ci. Si on en revient un peu à l'histoire de Monsieur H, hein, qui est à 90 ans avec son idée suicidaire, en fait, la question la façon dont le médecin a abordé la question, c'était d'abord explorer ce qui s'était dit, ou pas dit, en tout cas ce qui a été ressenti, chercher à comprendre ce qui était derrière, que le monsieur avait besoin d'exprimer, essayer d'atteindre ou d'exprimer le ressenti de la personne, parce que parfois les gens sont pas conscients de ce qui se passe en eux, de partager cette vision. C'est la seule et unique phrase qui a été partagée au niveau médical, et ensuite ça a permis d'agir tout en préservant mes propres limites. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que l'empathie dans les soins? C'est toutes ces dimensions, plus quelque chose qui relève plus d'un processus dynamique tout au long d'une vie et tout au long d'un échange. Il y a le vélo sur le côté, on est outillé pour être empathique, et on devient empathique par des comportements sociaux qu'on apprend au fur et à mesure de notre évolution. Donc ce qu'on voit, c'est le fait que ce soit dynamique tout au long de la vie, que ce soit dynamique même au moment d'un échange ou d'une période de la vie. Ça montre que l'empathie dans les soins est quelque chose qui est à protéger, parce que c'est un risque d'érosion, hein. On a des études qui montrent que le niveau d'empathie exprimé par les étudiants en médecine, par exemple, décline à mesure qu'ils avancent dans le cursus. Ça demande à être protégé, et c'est aussi une compétence qui peut s'apprendre ou se cultiver et se cultiver. Et ça, c'est très 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 important. Si on reste sur la notion innée en se disant voilà, j'ai les structures cérébrales qui font que je ressens l'émotion d'une personne, que je suis en capacité d'exprimer certaines choses ou de mémoriser son vécu, pourrait passer à côté du fait que c'est une compétence qu'on peut développer. Je propose beaucoup de webinaires sur cette question, en particulier sur l'approche processuelle, et on prépare des webinaires sur l'aide à la formation dans l'empathie. Alors, il y a toujours cette question qui revient un peu lancinante quand on parle d'empathie, c'est ouais, mais c'est quoi la différence avec la sympathie, avec la compassion? J'ai fait un petit tableau ici, mais chaque colonne, donc empathie, sympathie et compassion, représente vraiment quelque chose de très différent. Et ce qui différencie beaucoup l'empathie et la sympathie, c'est le fait que
La sympathie est quelque chose qui est assez égocentré, on ramène tout à soi pour comprendre les choses et on peut vraiment se laisser complètement prendre par la personne, c'est la fusion émotionnelle. Et ça pose la question l'authenticité du lien. Si par exemple c'est uniquement pour renforcer sa propre image de soi. Et la compassion, on en entend beaucoup parler, ça est en train de beaucoup monter aussi comme sujet de recherche, qui expose aussi une mesure compassionnelle, c'est-à-dire des gens qui, au fur et à mesure de leur exercice professionnel, perdent leur aptitude à développer de la compassion. Et c'est aussi une motivation là-dessus. Les dimensions, quand on regarde les dimensions de l'empathie, quand on regarde uniquement la personne, on peut se dire que l'empathie est en grande partie cérébrale, ce qui est pas tout à fait vrai. Toutefois, c'est un schéma d'étude qui permet de définir les trois composantes principales que sont la composante affective, c'est-à-dire le partage émotionnel, la composante cognitive, la façon de raisonner, qui vous permet de prendre la perspective des gens et de mémoriser leur vécu, de mettre en lumière les éléments émotionnels et les éléments vécus par la personne. Et puis, une composante motivationnelle, c'est-à-dire on ne peut être empathique que si on se soucie de l'autre, si on va vers l'autre, si on a cette ambition d'accompagner de façon empathique. Ça, c'est les trois composantes qui sont les plus étudiées au niveau neuroscientifique. Ça pose une grosse question parce que la vision reste très, très individuelle et ça élimine pas mal d'autres mécanismes qu'on ne pourra pas détailler ici. Les dimensions fondamentales de l'empathie, quand on y regarde d'un peu plus près, c'est les mêmes que celles qui sont neurocognitive. Ces dimensions, en fait, elles se renforcent les unes les autres. Et du coup, si on faisait un test à quelqu'un, sa capacité d'empathie, c'est pas la somme de ses aptitudes au niveau cognitif, au niveau affectif, au niveau comportemental. C'est bien plus compliqué que ça parce qu'il y a un renforcement, une dynamique qui se fait entre ces trois dimensions. Ça rend les choses plus compliquées à interpréter. Et la quatrième dimension qui apparaît maintenant quasi systématiquement dans les études, qu'ici on a appelé soit sociale, soit adaptative. On a fait une publication récemment sur cette question-là. En fait, c'est une façon de dire que l'empathie s'exprime au sein d'un contexte. Ça peut être un contexte social. Par exemple, dans un magasin, on ne développe pas la même façon d'être empathique que quand on est dans un service de soins. Le contexte en lui-même modifie notre aptitude à l'empathie et puis après, la culture dans laquelle on vit modifie la façon d'exprimer l'empathie. On a par exemple démontré que au Japon, on évite le contact visuel direct qui est très très mal vécu, alors que dans notre culture à nous ici, au contraire, on incite les gens à développer le contact oculaire à la direct. Ça nous amène à l'aspect systémique. Si on regarde l'aspect individuel qu'on a développé tout à l'heure, et puis cette adaptation qu'on doit avoir selon le contexte, la culture, la société dans laquelle on vit. En fait, si on regarde vraiment de plus près cette question, on se rend compte que l'empathie dans les soins, c'est pas juste l'empathie. Là, on est vraiment dans l'empathie qui s'exprime dans un contexte de soins, ne dépend pas que d'une personne. C'est très compliqué de dire à un soignant, il faut être plus empathique, soit plus empathique, parce que on s'est rendu compte dans les recherches scientifiques que le niveau d'empathie des soignants dépend du système dans lequel ils travaillent. Et c'est un aspect qui reste encore peu développé, mais qui sort quand même beaucoup dans les études. Alors cet aspect systémique, il peut se retrouver à différentes échelles. On a parlé du niveau individuel, on a parlé du niveau organisationnel, c'est le contexte professionnel dans lequel on se trouve. Le niveau sociétal, c'est la société, les stéréotypes qu'elle peut véhiculer ou la culture qu'elle développe. Et puis on a des leviers et des obstacles à chacun de ces niveaux qui viennent interférer ou faciliter l'expression de l'empathie dans les soins. Le principe clé, tous ces niveaux interagissent et se renforcent entre eux. Alors ils se renforcent positivement ou ils se renforcent négativement. Par exemple, dans une société qui
Il développe beaucoup question de l'agisme, c'est-à-dire le fait de dire que les personnes âgées ne sont plus utiles à la société, mettre des stéréotypes, elles ne savent plus rien faire, elles savent pas utiliser Internet, elles devraient pas être dans les magasins en même temps que les autres personnes de la société. On les exclut. Cette vision sociétale va avoir un impact sur le niveau organisationnel, c'est-à-dire que les personnes âgées dans un système de soins sont susceptibles de recevoir des soins plus tardifs ou parfois même un diagnostic mais sans la suite au niveau thérapeutique. Juste probablement par une question de culture. Et puis au niveau individuel, il y a aussi beaucoup de leviers et d'obstacles. Alors les bénéfices et risques, ça demande du coup à regarder à quel niveau on positionne les bénéfices et les risques. On peut les positionner au niveau de la personne, et quand on parle de la personne, c'est soit la personne soignée, soit la personne qui reçoit les soins. On peut beaucoup découper. Pour la personne soignée, ce qu'on sait, c'est que il y a une augmentation de la satisfaction des soins, une adhésion plus importante aux soins et à l'observance thérapeutique, moins de douleurs exprimées, moins d'anxiété, moins de dépression. On peut diminuer certaines charges médicamenteuses rien que par une approche empathique. Et puis, on a des résultats cliniques scientifiquement prouvés sur la baisse de tension en établissement et sur les niveaux de glycémie chez les personnes diabétiques. Les risques, si l'empathie est insuffisamment bien régulée pour la personne soignée, c'est de se trouver dans un état de dépendance affective aux soignants, de perdre un petit peu son autonomie décisionnelle ou d'avoir des attentes irréalistes en termes de relations thérapeutiques. Et ça, on va l'approfondir énormément dans le webinaire qui est un webinaire centré sur la prise en charge gériatrique par l'exemple. Ce sera beaucoup plus interactif, il y aura un tour de coup de diapositive. Dans les bénéfices et risques, parfois, c'est pas évident et ça m'a rappelé, quand j'ai préparé ces diapos, l'histoire d'une obstétricienne qui a publié son histoire de vie professionnelle dans le New England Journal of Medicine. Alors, Uma est une obstétricienne qui raconte qu'un jour, elle s'est retrouvée à pleurer face à une mère qui a dû bercer son enfant mort-né. En fait, elle a dû accoucher un enfant mort-né et ça l'a littéralement traumatisée. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle avait arrêté de pleurer quand elle était face à des situations parfois tragiques, parfois difficiles. Et au moment où elle écrivait, elle a commencé à écrire cet article, c'était 15 ans après l'événement initial. Elle s'est dit, mais j'arrive même plus à me souvenir, même en professionnel ou en personnel, de quand date mon dernier chagrin. Et elle s'est dit, ma réserve empathique est totalement épuisée. Et lors d'une nuit de garde, elle s'est retrouvée face à une femme qui était en refus de soins, elle voulait tout arrêter, mais ouais, il était nécessaire de faire une césarienne en urgence. Et à ce moment-là, elle s'est dit, bah, je vais m'arrêter, je m'assois. Elle a parlé avec cette dame, donc elle raconte exactement comment les choses se sont passées dans l'échange, très très empathique. Et elle a pu réussir à faire son geste chirurgical. Elle termine son article en disant que l'empathie est érodée par l'exercice professionnel et par les traumatismes ou par les émotions hyper intenses qu'on peut avoir parfois à surmonter dans les soins. Elle dit ça peut aussi être ravivé par la personne qu'on soigne en même temps. Et ça, c'était très surprenant de se dire, tiens, voilà quelqu'un qui est traumatisé par les situations de soins et qui finalement retrouve un lien humain et se guérit elle-même en allant vers le patient. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu, ça. Si on reste sur les bénéfices-risques au niveau des soignants, forcément, la question du burn-out, là, on l'a mise en gras, c'est à la fois un bénéfice, c'est-à-dire que l'empathie protège du burn-out lorsqu'elle est bien comprise et régulée, et lorsque elle est moins bien comprise ou elle peut être régulée que difficilement, elle expose vraiment beaucoup au burn-out. Et ça, c'est important de le positionner dans le contexte du système, pas que dans le système de l'individu. On fait un webinaire prochainement sur la communication empathique qui permet de voir un peu, d'exposer comment se protéger du burn-out à travers les éléments de communication. Ça fait beaucoup travailler sur soi et c'est vraiment très motivant.
Souvent, quand on fait des formations dans les établissements, là, on se pose, on s'arrête et puis on laisse parler tout le monde. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Les modulateurs, c'est les éléments ou les événements qui font que notre niveau d'empathie en tant que soignant diminue ou augmente. En général, les diapositives suivantes sont tout a été trouvé. Les premières choses qui ressortent, c'est ce qui protège l'empathie des soignants, c'est la formation. Les formations, apprendre à comprendre les mécanismes, juste apprendre à comment se positionner, comment parler, comment accompagner des moments difficiles parfois. C'est la base de la protection de l'empathie. Apprendre sur le vif, c'est-à-dire sur le terrain, au moment où ça arrive, expose le burn-out. Les éléments qui ressortent souvent aussi, c'est le soutien entre pairs, c'est-à-dire se soutenir les uns les autres. C'est quelque chose de très très important. On voit ça aussi dans la supervision ou l'intervision, c'est des groupes de soignants qui s'entraident dans la gestion de leurs propres difficultés sur des questions particulières. Beaucoup d'autres éléments qui ressortent quand on fait ces échanges. Un qui n'apparaît pas et qui pourtant mérite toute sa place, c'est ce qu'on appelait le curriculum caché empathique, qu'on appelle souvent en France, nous, l'acculturation. Développer la culture du soin empathique. Lui, il appelle ça le curriculum caché empathique. Parce que ça fait un lien direct avec ce qui fragilise l'empathie. Le curriculum caché, c'est l'ensemble des enseignements qu'on fait de façon intuitive quand on est en stage, par exemple. Et si tous les gens autour de nous ont pas cette culture de l'empathie, ont une culture du faut aller vite, j'ai que 2 minutes, voilà, les personnes âgées, c'est pas mon truc, elles devraient pas être à l'hôpital, ben les jeunes apprennent de façon intuitive à casser leur propre empathie. Si on fait la même chose en valorisant l'empathie, on a un curriculum caché empathique qui, lui, va être extrêmement bénéfique. Ça amène à 2 remarques. La première, c'est la formation nécessaire à la fois pour les jeunes soignants, ceux qui arrivent en études. On a vu que leur niveau d'empathie avait tendance à diminuer au fur et à mesure des études. Et puis, on a aussi un énorme travail de formation auprès des professionnels en activité, auprès des administratifs en activité. On a des preuves que la formation à l'empathie fonctionne. Pour les soignants, souvent ce qu'on entend, c'est « j'ai pas le temps d'être empathique, de toute façon c'est illusoire, on peut pas être empathique avec tout le monde ». On l'a tous vécu ce type de remarque et pourtant, on se rend compte qu'il y a énormément de types de formations qui permettent de majorer l'aptitude à l'empathie et il y a des bénéfices supplémentaires qui sont sur la pratique, la façon de pratiquer, sur la conscience de soi et du soignant, sur sa propre identité professionnelle et sa propre satisfaction à exercer son métier. Former à l'empathie, ça majore la satisfaction des professionnels. Et pour les soigner, il y a beaucoup de formations qui se développent. Par exemple, simplement, quand on accompagne, quand on est l'aidant de quelqu'un qui a une maladie, avec le fait de savoir ce que c'est cette maladie, quels sont les éléments qui vont apparaître, ça permet d'avancer bien mieux dans la pérédance que dans les difficultés. Et donc eux, ils ont tendance à dire on se sent mieux entendu, on a une meilleure compréhension de ce qui se passe et même parfois des soignants, ils arrivent à développer leur prise de perspective, ils travaillent et ils acceptent la relation soignant-soigné bien mieux. Il y a des adhésions au traitement qui sont vraiment très très importantes et puis toujours un niveau de satisfaction. Ça nous laisse penser que en une phrase, l'empathie a un effet thérapeutique. Développée dans un système de soins de façon cohérente, de façon adaptée et de façon soutenue, l'empathie a un effet thérapeutique. On entend souvent, tout ça c'est bien beau et que c'est formidable ce que tu nous racontes, ça fait beaucoup de choses, mais à 7 heures du matin, quand le couloir s'allume et qu'il y a 12 toilettes à faire, le chariot qui couine et qui marche plus, le médecin qui va passer dans 20 minutes à la vitesse de l'éclair, c'est pas forcément toujours possible d'être empathique. Et moi souvent je leur réponds, mais c'est là que tout se joue en fait. C'est à ce moment-là qu'on tout se joue. J'ai plus le temps. Mais le temps d'être empathique, c'est aussi un mythe à déconstruire. Tout d'abord, le temps n'est pas le même pour la personne soignée, la personne qui reçoit les soins et les personnes qui organisent la structure. On n'a pas la même notion du temps, on n'a pas la même notion des contraintes ou des priorités. Du coup, c'est moi qui n'ai pas le temps,
ou c'est le temps que souhaiterait avoir la personne qui reçoit les soins qui est insuffisant, ou c'est le temps qu'on me laisse à moi pour faire les soins qui doit être modulé. Enfin, toujours est-il, c'est qu'on a remarqué que dans des consultations de médecine générale, souvent les gens sont coupés au bout de 17 à 20 secondes par une question, le médecin qui prend la main en disant c'est quoi vos symptômes, depuis quand vous avez ça. On s'est rendu compte que si on allait à 40 secondes, on pouvait formuler une réponse empathique bien plus pertinente, et à 56 secondes seulement, on augmentait de façon très significative la signification des gens. 56 secondes. C'est pas une question de est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps. C'est plus une question de qu'est-ce que je mets dans le temps que j'investis auprès des gens. Les conversations empathiques sont pas forcément plus longues. Elles engagent à une profondeur, et si la structure et le service ou l'établissement où on travaille a une culture empathique, en fait, cette empathie va se diluer autour de plusieurs professionnels. On n'est pas tous obligés d'aller en profondeur à chaque rencontre sur chaque sujet. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, empathie, ça fait gagner du temps, parce que comme les gens se sentent entendus, se sentent compris, on se répète moins, on est moins souvent face à un refus, face à une opposition, la compréhension est meilleure. On arrive à avoir, par exemple, un meilleur listing des antécédents des gens, ou on arrive à savoir comment ils prennent vraiment leur traitement. Là-dessus, j'ai pas mal d'histoires. Et cependant, c'est ce qu'on disait sur les diapos d'avant, c'est une compétence à la fois individuelle, à la fois institutionnelle, organisationnelle et sociétale. Et du coup, c'est vrai que la question du temps, elle se dilue dans ces trois domaines. À savoir, au niveau individuel, c'est est-ce qu'on a le savoir-faire, le savoir-être pour être empathique, mais aussi la question, est-ce qu'on a les moyens adaptés? Et là, on arrive déjà à toucher deux domaines, à la fois l'individuel et l'institutionnel. Est-ce que le projet d'institution ancre réellement l'empathie dans la prise en charge? Et est-ce que la politique sociale du pays dans lequel on vit permet, favorise, développe, met en avant l'empathie vers le soin? Tout ça pour dire que l'empathie est systémique, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas que de la personne, que du soignant. C'est important à dire parce que si les gens pensent que tout repose sur eux et que sur eux, ils sont enfermés dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Ils peuvent pas être empathiques si on ne leur donne pas les moyens, s'il n'y a pas un environnement favorable, s'ils n'ont pas la structure, le matériel, si tout ça n'est pas disponible, c'est très compliqué d'être empathique. Et là, on perd du temps. Et finalement, quand on réfléchit, tout ça, c'est 40 ou 56 secondes. Hein, c'est à peine le temps de se préparer un petit café à la limite de le boire. Et du coup, voilà la question qui est vraiment, vraiment très importante. Quand quelqu'un s'imagine poser la question « Comment faire pour que les équipes soient plus empathiques ?», en fait, la question la plus pertinente serait plutôt « Quelles conditions permettent aux équipes d'exprimer et protéger l'empathie qu'elles ont déjà ?» Parce que quand on est surchargé par l'EPS, on n'a pas le matériel, qu'on va courir à droite à gauche pour aller chercher je ne sais pas quoi, la sonde vésicale ou d'autres matériels, on peut pas être empathique, c'est pas possible, on est moins près des gens. Et au bout d'un moment, on va se retrouver complètement débordé et complètement saturé. Il y a un film d'ailleurs là-dessus, c'est En première ligne, hein, que je vous conseille, l'histoire d'une journée d'une infirmière en Suisse, qui montre très bien ça. Les conditions font que on ne peut pas être empathique. Aux 5 messages clés qu'on avait au début, il y avait l'iceberg, le cadeau, il y avait un vélo, il y avait les autres, il y avait le temps. L'iceberg, en fait, c'est le comportement qu'on voit chez les gens, ou qu'on peut deviner chez les personnes soignées, par exemple. C'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui se cache en dessous, c'est la question de l'émotion et des besoins qui sont les moteurs du comportement. Si on intervient sur le comportement et qu'on rate l'émotion et le besoin, on rate tout. Si on diagnostique correctement le comportement, on va chercher l'émotion et le besoin, tout de suite, si on travaille sur l'émotion et le besoin, on est gagnant, à chaque fois. Le cadeau, c'est une façon de dire,
qu'on peut être empathique et ça demande aussi à ce qu'on soit empathique envers soi-même, qu'on prenne soin de soi autant qu'on prend soin des autres. C'est important de se sentir bien pour pouvoir aller vers les gens. Le vélo, c'est tout simplement pour dire que on commence par monter, tomber, et puis au fur et à mesure, on arrive à pédaler, à avancer. On fait pas le Tour de France dès la première fois qu'on monte sur un vélo. Ça s'apprend. On est outillé pour, et ça demande un effort d'apprentissage. Les autres, on a bien vu que finalement, les aptitudes et le niveau empathique exprimé dans les soins dépend autant du soignant que de son environnement, que de la personne qu'elle soigne aussi. Les autres, c'est là qui se trouvent. C'est aussi une ressource précieuse parce qu'on a vu que les groupes de pairs, les intervisions, les supervisions étaient des éléments stabilisateurs d'empathie et de renforcement de l'empathie. Et puis le temps pour l'empathie, c'est pas tellement en avoir plus, c'est pas tellement en demander plus, c'est plutôt utiliser le temps dont on dispose avec. Voilà, on développe sur les prochaines semaines et sur toute l'année plusieurs autres webinaires. On propose aussi pour les établissements des formations sur site à différents niveaux, hein, soit des conférences, des accompagnements, jusque l'analyse des pratiques empathiques au sein des établissements.